Nous sommes le lundi 21 décembre. Un grand merci pour votre mobilisation de fin de semaine. Cependant, nous ne sommes pas encore sereins parce qu'il nous manque en vérité plusieurs mois de budget. Alors mon appel devient forcément urgent. Il reste quelques jours, une grosse semaine, pour atteindre les objectifs financiers qui assureront la survie de votre chaîne en 2021. Notre budget annuel est à nos yeux important en réalité. Il ne représente non pas 3 mois, pas 3 jours, pas 3 heures, mais 2h20 de programme de France Télévisions financé par vos impôts. Avec beaucoup d'ingéniosité, la première chaîne audiovisuelle alternative de France poursuit sa progression et se renforce, touchant dorénavant des millions de visiteurs uniques. Soutenez le projet de TV Liberté en faisant un don défiscalisé impérativement avant le 31 décembre. Aidez-nous tout de suite ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Je vous invite aujourd'hui, chers téléspectateurs, à célébrer un anniversaire. En effet, en ce mois de décembre 2020, eh bien, nous avons le centenaire du Parti communiste français qui s'est constitué en décembre 1920 lors du congrès de Tours qui a vu la division du courant socialiste français. Il est intéressant de revenir sur cette histoire. On sait le rôle qu'a joué le Parti communiste tout au long du siècle qui a suivi, et s'il est aujourd'hui en déclin, s'il ne représente plus qu'une force marginale, il appartient tout de même à l'histoire de notre XXe siècle. Alors, il faut d'abord rappeler quel est le contexte général dans lequel va survenir ce congrès qui entérinera la division du camp socialiste. Le socialisme d'avant 14, c'est un courant qui a connu une expansion continue dans la seconde moitié du XIXe siècle. On a vu se constituer dès 1964 une internationale des travailleurs, une première internationale qui disparaîtra en 1976 du fait des différends entre Marx et Bakounine. Une deuxième internationale va se constituer dans les années 1880 et progressivement, dans tous les pays industriels, dans tous les pays européens, des partis socialistes vont voir le jour en Allemagne, en France, en Italie, tardivement en Grande-Bretagne avec le Labour Party au début du XXe siècle. Et ces partis socialistes, ils pèsent d'un poids certain sur la vie politique de l'Europe et des différents États qui la constituent au moment où va survenir la guerre de 1914. Alors vis-à-vis de cette guerre, les socialistes, évidemment, quelque part subissent un effet de stupéfaction. Ils s'inscrivaient totalement dans l'optimisme progressiste du XIXe siècle. Ils avaient dénoncé la guerre comme étant le résultat naturel des rivalités impérialistes nées elles-mêmes de l'expansion du capitalisme. On se souvient la formule de Jaurès au Congrès international de Stuttgart en 1907 quand il évoque le capitalisme qui porte en lui la guerre comme la nuée porte en elle l'orage. On se souvient des paroles de l'international
internationale. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, qu'ils sachent que nos premières balles seront pour nos propres généraux. Face au danger de la guerre, on a imaginé des ripostes, la grève générale, la paralysie du système qui empêchera les États d'envoyer leurs citoyens à la boucherie. Tout cela, ça fait partie de l'horizon des socialistes d'avant 1914, mais au moment où la guerre éclate, tout cela va voler en éclats, car les partis socialistes vont se rallier partout, en fait, à l'Union sacrée. Ils vont voter les crédits de guerre, aussi bien en Allemagne qu'en France, et même le responsable du parti ouvrier belge, Van de Velde, va rejoindre très vite un gouvernement de coalition, d'union nationale, et en France même, dès le 28 août, Jules Guesde et Marcel Samba vont rejoindre le gouvernement Viviani remanié pour mettre en œuvre l'union sacrée nécessaire face au danger. Et ce n'est pas seulement le fait des partis socialistes. Léon Jouot, le leader de la CGT, lors des obsèques de Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914, eh bien, va appeler les adhérents de son syndicat, va appeler les travailleurs à répondre à l'appel de la patrie. Il s'agit, explique-t-il, de la der des der, cette ultime guerre contre l'impérialisme allemand qui permettra ensuite l'avènement de lendemain qui chante. Il y a un certain nombre de socialistes, en revanche, qui sont accablés par cette évolution. C'est notamment le cas de Lénine, qui à l'époque est réfugié politique en Suisse. Un certain nombre de ses amis partagent son sentiment. Ils considèrent qu'il y a eu une trahison des instances socialistes. Le Bureau socialiste international de Bruxelles a bien gesticulé quelque peu face au danger de la guerre, mais il n'a de fait rien empêché. Et partout, les opinions, et notamment les opinions socialistes, considèrent que finalement cette guerre est une guerre défensive, est une guerre juste. Certes, c'est l'Allemagne qui prend l'initiative des déclarations de guerre, mais elle le fait parce que encerclée, condamnée à se battre sur deux fronts, et du côté des socialistes, des sociodémocrates allemands, on considère que la Russie est un péril direct pour la démocratie et toutes les aspirations que porte le socialisme. La deuxième internationale, donc, a été complètement dépassée à ce moment. Il y a bien sûr des réactions hostiles, mais elles restent isolées ou marginales. En Russie, les socialistes mencheviks refusent de voter les crédits de guerre. En Grande-Bretagne, Ramsay MacDonald, qui sera plus tard Premier ministre travailliste dans l'entre-deux-guerres, est bien seul pour s'opposer au déclenchement du conflit. Et en France, il faut attendre novembre 1914 pour qu'au comité confédéral de la CGT, Monat et Merheim, deux responsables syndicalistes, commencent à poser des questions concernant la guerre et sa poursuite. En Allemagne, dès l'année suivante, une frange de la social-démocratie, représentée par Karl Liebknecht, par Rosa Luxembourg, par Clara Zetkin, se prononce également en faveur d'une paix rapide. Les exilés qui se trouvent en Suisse organisent en 1915, dans l'Oberland bernois, à Zimmerwald, une conférence internationale le 8 septembre 1915, au cours de laquelle des délégués venus de plusieurs pays, notamment certains de France et d'autres d'Allemagne, ce qui est évidemment notable, eh bien, il y a également des Russes, comme Martov, Trotsky et Lénine. Eh bien, il y a deux tendances qui se dessinent au cours de cette conférence. Il y a ceux qui veulent sauver
sauver la paix, revenir à la paix, mais qui espèrent toujours dans le Bureau socialiste international. Et il y a ceux qui veulent transformer la guerre étrangère en guerre civile révolutionnaire, qui veulent se débarrasser de la deuxième internationale et en bâtir une troisième, authentiquement révolutionnaire, qui mettra fin à la guerre, impérialiste. Ces gens-là ne veulent plus entendre parler de ceux qu'ils désignent comme les sociopatriotes, dont ils considèrent qu'ils ont trahi la cause de la classe ouvrière. Une deuxième conférence analogue se tiendra en avril 1916 à Quintal, mais il faut bien comprendre qu'à ce moment, il s'agit là d'un phénomène tout à fait marginal et qui pèse très peu sur les opinions publiques des pays en guerre. Tout va changer évidemment en 1917 avec la révolution russe, révolution de février d'abord, qui renverse le tsarisme, et surtout révolution d'octobre qui mène au pouvoir le parti bolchevique, une minorité activiste radicale dont personne ne soupçonnait qu'elle pouvait être en mesure de s'installer aux affaires en Russie. Or, ce parti bolchevique, il l'a emporté pour une bonne part parce qu'il a promis la paix immédiate. La paix immédiate qu'il va s'empresser d'ailleurs de négocier avec les empires centraux. L'armistice de Brest-Litovsk suit de peu la révolution d'octobre, et en mars 1918, la paix de Brest-Litovsk fait que la Russie se retire de la guerre. Les conditions donc sont tout à fait nouvelles avec l'émergence de cette révolution russe. Elle va avoir un écho puissant en Allemagne l'année suivante, en novembre 1918, alors que se termine la guerre. C'est la révolution à Berlin. Un gouvernement social-démocrate dirigé par Ebert prend le pouvoir, mais il doit faire face très vite à son aile radicale, les spartakistes, conduits par Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui vont tenter de réaliser en Allemagne une révolution analogue à celle qu'ont réussi les bolcheviks en Russie. Ce sera un échec. En janvier 1919, l'intervention des corps francs, mobilisés à l'appel du gouvernement social-démocrate, va écraser la révolution spartakiste à Berlin. Mais nous sommes en ce début de 1919 à l'aube d'une période, d'une séquence marquée par une conjoncture révolutionnaire à peu près partout dans les pays qui sortent de l'immense épreuve de la guerre mondiale. Et c'est dans ces conditions que vont se présenter plusieurs tentatives de reconstituer l'internationalisme ouvrier. D'abord au niveau des syndicats. Une internationale syndicale est fondée à Amsterdam en juillet 1919 par 91 délégués venus de 16 pays différents. Elle ne rencontrera pas finalement l'écho espéré. On tente de reconstituer aussi la deuxième internationale qui a failli en 1914. Des conférences ont lieu à Berne et à Lucerne en Suisse, pays neutre, mais très vite les travaux vont achopper sur la question des responsabilités des uns et des autres dans le déclenchement de la guerre, et également, gros problème, celui de l'attitude à adopter vis-à-vis de la révolution bolchevique russe. En fait, au début de 1920, il apparaît lors d'une ultime réunion à Genève que cette affaire-là ne pourra déboucher et la reconstitution de la deuxième internationale attendra. Alors il y a une troisième solution, c'est constituer une nouvelle organisation, une troisième internationale, c'est ce que veulent les bolcheviks russes. Ils pensent en termes de révolution mondiale et ils considèrent même que dans une large mesure, la survie de la révolution bolchevique en Russie passe par l'extension de la révolution à l'ensemble des pays du monde. Ils pensent qu'une révolution mondiale est en marche, est en cours, et que son succès est une condition nécessaire de la pérennité de la révolution russe. Et c'est dans ces conditions, en janvier 1919, que Lénine et ses amis lancent un appel à 39 partis ou groupes socialistes
pour constituer justement cette nouvelle organisation. Une conférence s'ouvre le 2 mars avec 36 délégués venant de divers pays, et le 4 mars, on annonce la création d'une 3e internationale qui se baptise immédiatement Internationale communiste. Alors, elle se définit avant tout contre les sociopatriotes, considérés comme des sociotraîtres, ceux qui ont été incapables d'empêcher la guerre en 1914. Et nous sommes là, à ce moment-là, dans un contexte général qui paraît porteur pour les tenants de la Révolution. En effet, la République des Conseils est proclamée en Hongrie en mars 1919. En avril, en Bavière, eh bien, là aussi, c'est une république soviétique qui est constituée autour de Kurt Eisner et de ses amis. Des mouvements révolutionnaires agitent la Chine au mois de mai. Des partis communistes commencent à apparaître dans un certain nombre de pays. Mais cette révolution mondiale qui semble en marche sera finalement tenue en échec au cours de l'année 1919. Béla Kun en Hongrie verra son régime aboli au bout de 4 mois. On verra les révolutionnaires allemands échouer, je l'ai dit, en 1919 à Berlin, en Bavière. Ils échoueront de nouveau en 1920 dans la Ruhr, où ils ont tenté d'établir une république des conseils. Pendant un temps, la guerre russo-polonaise de l'été 1920 semble ouvrir la voie à une victoire de l'armée rouge qui pourrait, déferlant sur l'Europe, entraîner partout des révolutions sociales d'envergure. Mais finalement, l'armée rouge sera arrêtée devant Varsovie à l'été 1920. Entre-temps, le 2e congrès de l'Internationale communiste s'est tenu du 19 juillet au 7 août 1920, et il a formulé les 21 conditions qui sont posées pour que les différents partis ou groupes socialistes sollicités puissent adhérer à la nouvelle organisation. Alors des conditions très rigoureuses, d'abord l'engagement de se consacrer désormais à une propagande qui sera communiste, contre toute forme de réformisme considérée comme une déviation bourgeoise. Condition également, c'est l'épuration de toutes les structures socialistes des éléments réformistes qui s'y trouvent. Également, la volonté de recourir, si nécessaire, à l'action illégale et non pas seulement à l'action légale. La nécessité de développer la propagande dans l'armée, la nécessité de gagner les campagnes en envoyant des militants ouvriers, socialistes, convaincre les masses paysannes restées conservatrices de la nécessité d'une révolution, contre le social-pacifisme également, c'est l'époque où va se développer l'esprit de Genève autour des grandes cités wilsoniennes, contre bien sûr les partis réformistes, pour le soutien de tous les mouvements d'émancipation coloniale également, le noyautage des syndicats est également demandé, contre l'internationale syndicale d'Amsterdam, un système d'épuration des groupes parlementaires de tous les éléments réformistes qui s'y trouvent, une organisation du parti fondée sur le centralisme démocratique de modèle bolchevique, tel que l'avait défini Lénine dès 1902 dans Que faire, avec un parti fondé sur une discipline de fer, un système extrêmement autoritaire, conditions nécessaires pour l'emporter. Et on avait vu l'efficacité d'ailleurs de ce modèle lors de la révolution d'octobre. Il faut également organiser de manière répétitive des épurations du parti pour en éliminer les éléments bourgeois. Il faut soutenir inconditionnellement les républiques soviétiques, la Russie bolchevique.
Il faut mettre en forme un programme communiste spécifique qui dénoncera les insuffisances des rivaux socialistes. Il faut subordonner entièrement les différents partis nationaux à l'internationale communiste, qui devient le parti mondial unique, c'est le terme qui est employé. Il faut baptiser les nouveaux partis communistes et non plus socialistes, relayer systématiquement les positions, les décisions de l'internationale communiste, et enfin, il faut réunir un congrès dans les 4 mois qui viennent pour que les groupes et partis concernés fassent le choix ou non de l'adhésion à la Troisième Internationale. Et une fois ce choix réalisé, il faudra épurer, chasser du parti ceux qui s'y sont opposés. Voilà donc les conditions, les 21 conditions posées pour rejoindre l'internationale communiste. Alors comment les choses vont-elles se passer en France, puisque c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. En France, il y avait un parti socialiste français qui s'était rassemblé en 1905 en réunissant 5 courants différents. C'était le grand parti de Jaurès d'avant 1914, qui avait progressé régulièrement, qui avait remporté un succès notable aux élections du printemps de 1914, dans la foulée de la bagarre contre la loi militaire de 3 ans, qui avait été votée l'année précédente et qui portait le service militaire de 2 à 3 ans. Donc une dynamique porteuse, positive pour les socialistes. Seulement, la guerre de 14 intervient. Jaurès est assassiné le 31 juillet et les socialistes se rallient finalement à l'Union sacrée. Il y a quelques Français aux conférences suisses de Zimmerwald et de Quintal que j'ai évoquées. Et puis en septembre 1917, les socialistes abandonnent l'Union sacrée à laquelle ils s'étaient ralliés en 1914. Marcel Cachin succède à Renaudel à la direction de l'Humanité. Ludovic Oscar Frossard devient secrétaire général. C'est une évolution qui va dans un sens plus radical. Et puis évidemment, il y a la question de la mobilisation en faveur de la révolution russe. La Russie, après la révolution d'octobre, va être plongée dans la guerre civile. Les puissances étrangères occidentales soutiennent les armées blanches, et la classe ouvrière française, sensible aux séductions de la révolution bolchevique, évidemment s'oppose tout à fait à cette politique. C'est le moment des mutineries de la mer Noire, organisées par André Marty et Charles Tillon, qui joueront un rôle important dans l'histoire ultérieure du Parti communiste. En février 1920, un congrès socialiste se tient à Strasbourg, avec une attitude mitigée vis-à-vis de la Troisième Internationale. Il décide, ce congrès, d'envoyer à Moscou Marcel Cachin et Ludovic Oscar Frossard pour aller prendre contact avec les bolcheviks et voir quelles sont les possibilités de coopération avec la nouvelle organisation. Du 19 juillet au 7 août 1920, le 2e congrès de l'Internationale communiste se tient, avec les fameuses 21 conditions évoquées tout à l'heure. Cachin et Frossard vont rentrer en France, encouragés au ralliement des socialistes à la Troisième Internationale. Dans un contexte social agité, il y a eu des grèves importantes, notamment au mois de mai 1920. On débat de tout cela tout l'été au sein de la famille socialiste. Boris Souvarine, Vaillant-Couturier, Frossard, Cachin sont pour l'adhésion à la Troisième Internationale. Jules Guesde, Marcel Sembat, Braque, Paul Faure, Léon Blum sont sur une posture tout à fait différente. Ils veulent maintenir l'ancien parti socialiste, la vieille maison socialiste d'avant 14. Entre les deux courants, Jean Longuet est pour le maintien de l'unité du parti. Pour trancher le débat, eh bien, le Congrès socialiste se réunit à Tours le 25 décembre 1920. On débat vigoureusement. Blum, dans un discours fameux, prend la défense de l'ancienne maison socialiste. Zinoviev, le secrétaire de l'Internationale, envoie un télégramme pour réclamer l'exclusion de Jean Longuet et de Paul Faure. Et puis, finalement,
dans la nuit du 29 au 30 décembre, eh bien, la motion défendue par Marcel Cachin et Frossard, favorable à l'adhésion à la Troisième Internationale, remporte 3208 mandats, pendant que la motion défendue par Longuet et par Paul Faure n'en emporte que 1022. Ce sont donc les tenants, les partisans de l'adhésion à la Troisième Internationale qui l'emportent, qui vont constituer donc la SFIC, section française de l'Internationale communiste, qui se distingue de ce qu'avait été dans le passé la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, terme d'ailleurs qui sera repris par les tenants de la vieille maison qui veulent continuer à maintenir celle-ci face aux tentations ou aux séductions du bolchevisme. Le parti unifié de Jaurès de 1905, eh bien, c'est fini, une page est tournée. L'Humanité, le journal de Jaurès, passe sous le contrôle des communistes qui ont été majoritaires au Congrès. Cela dit, cette majorité de Congrès n'est pas forcément, on le verra bien par la suite, une majorité au niveau du corps électoral, et le Parti communiste français, ou la section française de l'Internationale communiste, va avoir initialement sur ce terrain-là des débuts tout à fait modestes. Mais c'est le début d'une longue histoire qui se confond avec l'histoire politique française du XXe siècle. Chers téléspectateurs, l'actualité me conduit à évoquer aujourd'hui une figure contestée par certains, c'est celle de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, grande figure de l'histoire de l'Empire britannique. Les tenants des démolitions de statues veulent se débarrasser de la sienne, remettent en cause le fait de l'évoquer pour les actions de bienfaisance qu'il a conduites en faveur de l'université d'Oxford, où il avait été étudiant. Alors, de même qu'il convient de défendre la mémoire d'un fait d'herbe ou d'un Bugeaud, eh bien, aujourd'hui, je vais présenter ce qu'a été le parcours de ce personnage. Cecil John Rhodes, donc, né en juillet 1853 à Bishop Stortford, dans le Hertfordshire, en Angleterre, donc, fils d'un pasteur, le 5e fils d'un pasteur, qui fait des études au collège local, avec la perspective initialement de préparer une carrière ecclésiastique. Bon, mais à l'âge de 16 ans, il tombe malade. En 1870, il rejoint son frère aîné qui est parti s'installer en Afrique australe, au Natal, où il tient une ferme. C'est l'époque où l'on découvre les diamants de Kimberley. La santé du jeune homme se rétablit rapidement grâce à l'air plus sain du Natal. Et c'est quelqu'un de débrouillard. Dès l'âge de 19 ans, il a commencé à travailler jeune, il est indépendant financièrement, il voyage, il entreprend un voyage de 8 mois entre le fleuve Orange et le fleuve Vaal, dans toute cette région d'Afrique australe. Il va se rendre au Bechuanaland, l'actuel Botswana, et il passe par Mafeking, par Pretoria, ville sud-africaine. On le retrouve au Transvaal, où il est à Kimberley, la capitale du diamant. Tous ces déplacements l'amènent à évaluer le potentiel de ces régions en matière agricole, en matière minière, et il rêve d'une colonisation britannique d'envergure dans tout ce cône austral de l'Afrique. Il va consacrer en fait sa vie à la mise en œuvre de ce projet qu'il a imaginé dès l'âge de 22 ans. Il a une vingtaine d'années quand il écrit déjà
ce qu'il entrevoit pour l'Empire britannique au cours des décennies suivantes. Il va rentrer en Grande-Bretagne pour aller faire des études à Oxford, tombe de nouveau malade en 1873, on pense qu'il n'a que quelques mois à vivre, retourne en Afrique du Sud, se rétablit, revient ensuite à Oxford pour suivre ses études. On le retrouve ensuite au Cap où il va participer bientôt au gouvernement local. C'est un lecteur infatigable, un esprit universel, un esprit curieux, familier d'Aristote, de Marc Aurèle, qui par ailleurs, pour gagner sa vie, travaille pour la De Beers Company de Kimberley, donc travaille au profit du grand groupe diamantaire sud-africain. Il devient ainsi un financier très riche, condition évidemment pour jouer un rôle politique et pour mettre en œuvre le projet colonial impérial qui était le sien. En 1880, le voilà qui entre à l'Assemblée du Cap. Il sera élu donc député, conservera ce siège toute sa vie. C'est l'époque où apparaissent des tensions entre les républiques boers qui sont plus au nord et la colonie anglaise du Cap. Évidemment, Cecil Rhodes, lui, est favorable au camp britannique, au nom de l'extension de l'Empire qu'il souhaite déjà depuis longtemps. Et il va se consacrer d'abord à pousser cette expansion en direction du Bechuanaland, je l'ai dit tout à l'heure, l'actuel Botswana. On va conclure des accords entre Pretoria, l'accord de Pretoria précisément, entre le Transvaal et les Anglais, pour limiter l'expansion anglaise dans cette direction. Une convention frontalière signée à Londres en 84 va confirmer tout cela. Et en cette même année 1884, au mois d'août, Cecil Rhodes devient résident commissaire au Bechuanaland. Poste évidemment très important parce qu'il entend faire de ce territoire, et il y parviendra dès 1885, un protectorat britannique. À ce moment-là, il se trouve en confrontation avec les Boers, notamment avec Paul Kruger, le leader des Boers, parce que Cecil Rhodes tient surtout à séparer les républiques boers du Transvaal et de l'Orange du sud-ouest africain allemand. Il voit bien quelle est la perspective géopolitique qui pourrait s'installer si l'Allemagne présente au sud-ouest africain s'appuyait sur des républiques boers d'origine néerlandaise et hostiles à l'expansion britannique pour couper en quelque sorte l'Afrique australe d'ouest en est. Ça va être évidemment une des préoccupations principales de Cecil Rhodes. Alors cette préoccupation renforcée d'autant qu'en 1886, on découvre des mines d'or dans le Witwatersrand, au Transvaal, ce qui fait que le territoire devient un enjeu encore plus important. C'est dans ces conditions que Cecil Rhodes va se consacrer à une mainmise toujours plus forte sur les régions situées au nord du 22e parallèle et sur les territoires donc des Matabele et de leur chef Lobongula. Il s'agit là aussi de devancer les visées allemandes sur ces régions. Cecil Rhodes imagine la formule d'une compagnie à charte qui exploiterait le territoire concerné sur le plan commercial, sur le plan minier, et il entend pousser ainsi jusqu'aux Zambèzes l'extension d'un territoire protégé donc par la Grande-Bretagne, avec l'idée derrière de pousser jusqu'au lac Tanganyika plus au nord.
Lobengula, le chef des Matabele, va signer en octobre 1889 le fameux traité de protectorat, et Cecil Rhodes entend pousser désormais jusqu'au Nyasaland, vers le lac Nyassa, ce qui correspond au territoire de l'actuel Malawi. En fait, son idée, c'est d'établir un axe dans toute l'Afrique orientale, un axe qui irait du Cap jusqu'au Caire. Les Anglais se sont débrouillés pour écarter les Français d'Égypte au début des années 1880. Ils s'étaient laissés surprendre avec le percement de l'isthme de Suez. Ils ont rattrapé le coup ensuite et ils veulent établir leur hégémonie sur tout l'ensemble de l'Afrique orientale, depuis l'Égypte jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Il faut également compter avec la menace, encore une fois, que peut représenter l'Allemagne dans ces régions, puisque l'Afrique orientale allemande jouxte l'État libre du Congo mis en place par le roi des Belges, Léopold II. Mais pour poursuivre dans cette direction, Rhodes pousse au maintien de la présence anglaise en Ouganda, à l'établissement d'une ligne télégraphique entre l'Ouganda et Salisbury, sur le territoire de la future Rhodésie. Il faut engager également une lutte contre les Ndébélé, qui sont vaincus, ce qui va permettre d'étendre la domination anglaise sur 500 000 miles carrés supplémentaires. Et c'est dans ces conditions que Rhodes devient en 1890 Premier ministre du Cap, avec mission de défendre les intérêts britanniques, notamment contre les boers. C'est un homme, contrairement à l'image que l'on veut donner aujourd'hui, qui aime beaucoup les indigènes, qu'il emploie par milliers dans les mines de l'époque, mais il n'a pas du tout la mentalité esclavagiste qu'on lui prête. C'est quelqu'un qui est attaché au principe du self-government pour les populations indigènes. C'est quelqu'un qui favorise les missions afin qu'elles se chargent de l'éducation également des indigènes. Et on lui attribue le titre en quelque sorte de despote bienveillant vis-à-vis des populations colonisées. Alors ensuite, la question qui va beaucoup le mobiliser, c'est la lutte évidemment engagée avec les boers, qui entendent maintenir leur indépendance dans leur république de Transvaal et de l'Orange, face aux ambitions britanniques. Pour cela, Cecil Rhodes développe aussi les infrastructures. Il installe un chemin de fer qui va du Cap jusqu'à Bulawayo, au contact de l'actuel Zimbabwe. Il installe aussi tout un système de télégraphe dans les régions concernées. Et puis, c'est dans ce contexte que, finalement, après avoir accompli une œuvre tout à fait considérable, eh bien, il meurt en mars 1902, alors que se termine la guerre des boers, qui est la guerre du Transvaal, qui voit finalement l'Angleterre l'emporter sur ses adversaires boers, afrikaners, à l'issue de la longue lutte que l'on sait. Un parcours donc tout à fait original, une grande figure coloniale, relayée ensuite par l'arrivée de Lord Milner en Afrique australe, tout cela correspondant à la mainmise progressive des Britanniques sur toute cette région, des Britanniques qui vont de fait
quand viendra la Première Guerre mondiale, réussir à mettre en œuvre le projet de Cecil Rhodes d'un axe le Cap-Le Caire. En effet, l'Afrique orientale allemande va devenir, va passer sous la coupe anglaise, et de cette manière, eh bien, cette hégémonie anglaise sur l'ensemble de l'Afrique orientale va pouvoir être mise en œuvre comme l'avait espéré Cecil Rhodes. On le voit, les campagnes qui sont menées actuellement en Angleterre par certains contre ce personnage apparaissent tout à fait dérisoires, car il n'a rien de la caricature que l'on cherche à donner de lui. Il a été au contraire l'un des artisans de la puissance anglaise durant toute cette période. D'ailleurs, certains ont mis en lumière le fait qu'il était très proche de certains milieux britanniques, anglo-saxons, au cours des années qui ont vu son action, et non sans tomber dans un certain complotisme, on a vu en lui l'une des figures de cette oligarchie anglo-saxonne qui aurait cherché la guerre en 1914, ou plutôt en amont de 1914, avec l'Allemagne. Je vous signale à ce sujet l'ouvrage de Jerry Doherty et Jim McGregor, Les origines secrètes de la Première Guerre mondiale, l'histoire occultée, qui est paru aux éditions Nouvelle Terre, qui est un travail tout à fait intéressant, bourré d'informations utiles, mais effectivement qui tombe un peu dans un certain complotisme en exagérant quelque peu le rôle que cette oligarchie anglo-saxonne aurait joué avant 1914. Il faut rappeler que en 1914, les relations anglo-allemandes sont largement apaisées, et que les inquiétudes qui s'étaient manifestées outre-Manche au cours des années précédentes sont en grande partie retombées. Donc méfiance quand on associe Cecil Rhodes à une supposée oligarchie anglo-saxonne qui aurait conduit à la guerre mondiale. Voilà.